Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 290 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Hey, salut Jay, ça va bien, ça va fatiguer, mais en forme. C'est un drôle de paradoxe ce que je dis là, mais c'est comme ça que je me sens en ce moment. Je me sens toasté à la course, mais on dirait que j'ai encore de l'énergie pour une petite heure à soir, fait que ça donne bonne. Tu es dans un état second, moi aussi, mon cher. Je suis pareil comme toi. Mais ça, l'enseignement. Oui, exactement, mais il reste, j'en jasais avec mes élèves aujourd'hui, 2 mois, environ 2 mois, 9 semaines, 9-10 semaines. Ça va quand même, ça va bien. On va y arriver. Moi, je finis ma 15e année cette année, fait que... 15 ans. 15 ans. Ouais. Ça me rajeunit. Dans 5 ans. Et puis, ben oui, 10 ans. 10 ans cette année, 2024, ça va faire, en septembre, ça va faire 10 ans que je suis enseignant. On va dire enseignant parce que j'ai reçu des commentaires de gens sur YouTube qui n'aiment pas qu'on dise des profs. On n'a pas de doctorat. On est des enseignants. Alors, Jonathan, l'enseignant, bienvenue. Et puis, on reçoit un vrai prof. Oui, Paul Willis, comment vas-tu, mon cher? Ça va très bien, vous autres? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Ça va bien, ouais. Alors, on avait hâte de te parler, mon cher Louis-Paul, parce que justement, toi, tu es un vrai prof. Fait qu'on va vraiment prendre. On s'agit du street cred avec aujourd'hui. Non, mais moi, honnêtement, c'est vrai, c'est un titre prof, on s'entend, mais toi, tu es docteur en quelque chose, mon cher Louis-Paul? Oui, en études cinématographiques. Quand même. Alors, vous voyez, lui, c'est un prof. Oui, en tout cas, il ne faudrait pas trop en mettre. Là. Moi, si le professeur Xavier avait un doctorat, lui, tant en mutantisme. Oui, c'est ça, il faudrait. Sinon, on va canceller X-Men. Mon cher Louis-Paul, vous voyez dans quel état on est? Ouais. Mon cher Louis-Paul, ça fait plusieurs semaines qu'on veut parler de ce sujet avec Ben vous. oui, on a remis ça, ouais. On a remis ça. Est-ce que c'est toi ou nous? Je pense que tout le monde, on a eu des empêchements cette fois-là. Ça fait on a comme tout cancellé en même temps. On s'est tous auto-cancellés, oui, exactement. Et puis, c'est dans l'air du temps. Oui, vraiment. Et puis, on voulait parler avec toi de deepfake. OK, c'est dans l'air du temps, justement, aussi, les deepfakes. Le fléau. Ouais. Et puis, on va se le dire, ce soir, on va avoir du plaisir. Parce qu'il y en a des deepfakes qui sont vraiment très drôles. J'en ai quelques-uns sous la main pour ce soir. OK, surtout des chansons que je veux vous présenter. Ceux qui sont en vidéo aujourd'hui, c'était le temps d'être en vidéo, je pense. Oui, et puis, comme dans l'épisode où est-ce qu'on a fait un caout, eh bien, on vous conseille, mes chers amis, d'aller regarder cet épisode parce que ça se visionne, cet épisode-là. Il s'écoute bien aussi, par exemple. Oui, il s'écoute bien, mais surtout... On ne chassera pas les gens de leur plateforme habituelle. Non, c'est ça, mais surtout pour le premier qu'on va présenter tantôt sur, dans le fond, un des premiers deepfakes, tu disais, mon cher Joe, de Barack Obama. En fait, je ne sais pas si c'est le premier deepfake, mais c'est le premier qui a vraiment eu un exposure mainstream dans les médias parce que ça a été vraiment présenté en grande pompe. C'était le producteur américain Jordan Peele qui avait fait ça avec, je pense que c'est un journal quelconque ou une émission de télévision quelconque pour montrer, dans le fond, à quel point c'est facile de jouer avec l'opinion publique si on est capable de truquer un message, si on est capable de prendre le président américain. Là, je crois qu'à l'époque, il était président sortant. C'était dans la campagne électorale de 2016. Non, c'est pas vrai, de 2019. Donc, c'était le président sortant pour la réélection de Trump là, en 2020. Puis, dans le fond, de montrer qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. Et si ça a l'air crédible, les gens n'iront pas chercher plus loin. Les gens n'iront pas se poser la question si tu fakes cette vidéo-là, ben non, si Obama dit quelque chose, Obama a dit quelque chose. C'est sur Internet, c'est vrai. Bon, c'est sur Internet, c'est l'équivalent d'aujourd'hui de « c'est vrai, je l'ai vu à TV ». Sauf que ça ne comporte pas du tout la même chaîne d'événements pour dire que je l'ai vu à la TV versus je l'ai vu sur ça, je l'ai vu à LCN ou je l'ai vu sur TikTok, il y a quand même une bonne coche. Puis tu sais, j'ai dit LCN en étant celui qui avait un avant de diffuser une nouvelle. Ouais, c'est ça. On salue LCN pour une chaîne que tu as souvent. Je pense qu'ils m'ont blacklisté, ils m'ont pas rappelé. Ils t'invitent plus? Ben là, avec ce que tu viens de dire, c'est sûr que oui. Ah, mais j'ai dit d'autres choses aussi, je m'en suis pris à bien du monde. En tout cas, bref, je suis pas radio, même ouais. pas. On salue Québécois, toute l'organisation.
Allô à Pierre-Carl Pelado, tiens. Il avait même parlé d'eux autres. Il me semble que j'étais avec vous quand il y avait eu une grosse coupure de poste dans le service d'information. Oui, la crise des médias, oui. Mais tu sais, on était quand même, on se rassurait de savoir qu'ils maintenaient leur panel de chroniqueurs blancs, hétérosexuels, qui ont des commentaires super importants et pertinents à faire sur, bon, tu sais, un enjeu qui les compte. Juste pour la parenthèse, avez-vous vu le commentaire de Richard Martineau ce matin qui est en crise après l'éclipse? Ben, j'ai vu que bon, enfin, on va pouvoir passer à d'autres choses, je sais pas quoi. Puis je me suis dit, waouh, ça, c'est le gars qui invente des raisons pour être fâché, là, tu sais. Il est fâché contre le ciel, contre la lune. C'est vraiment, on va pouvoir passer à autre chose, Chris, là, tu sais, il y a un bon sac. Ouais, quelque chose que je l'ai vu passer. C'est de toute beauté. Ouais, mais vous savez, moi, il m'a bloqué Richard Martineau, même si j'ai jamais commenté. Ah, toi aussi? Ok, bon. Moi, je suis bloqué pour une raison que j'ignore, probablement parce que j'ai fait une publication contre lui un moment donné, puis il l'a plus personnel, je sais pas. Ah, c'est peut-être ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'il m'avait bloqué juste parce que j'avais fait Laugh React sur un truc, là. Je me suis dit, mon Dieu, pour un gars qui critique les soi-disant petits lapins, là, tu sais, genre la gauche, tu sais, qui est supposément... La gauche caviar. Ouais, puis, tu sais, la gauche, elle est vraiment sensible à la critique, tout ça, mais là, après ça, on voit comment lui, il a la coin sensible, là, notre Richard. C'est lequel, Joe? Est-ce que tu le reconnais? Ah, c'est sur un statut Facebook. C'est un statut Facebook. Je l'avais vu passer aujourd'hui, ouais. Il était en crise après le ciel. Regarde, continuez, les gars. Je vais aller chercher. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé en commentaire sur une publication. Oui, vas-y, mon cher. Là, j'ai vu que tu as tagué quelque chose pour plugger le fait qu'on a une nouvelle patronne qui nous écrit en même temps. Exactement. Je salue Cathy. Alors, Cathy Borges qui est avec nous, qui est une nouvelle membre Patreon. Alors, on te salue, ma chère, qui dit « J'ai fait un bac en communication, médias numériques à l'UQAM. C'est un sujet très intéressant, celui de ce soir. Ben, peut-être que si tu avais été à l'UQAT, eh bien, tu aurais eu Louis-Paul ici présent comme professeur. Voilà. Hey, pendant que... Excuse-moi, vas-y, Louis-Paul. Ah non, rien. C'est juste effectivement le bac en médias interactifs à l'UQAM. On a un programme très similaire à ça chez nous. Oups. Maudit woke. On est tous des woke. Ouais. Des woke. Alors, c'est ça. Ceux qui parlent de l'éclipse, c'est rendu des woke, on va dire ça comme ça. Pendant ce temps-là, moi, j'ai trouvé ce qu'on voulait se discuter. Il faut juste ok, je vais partager ça. Désolé pour ceux qui attendent. Ça va valoir la peine pour ceux qui sont en vidéo. Pour les autres, tant pis. Ah non, regarde, on a tout notre temps. Alors, voilà le statut en question, c'est ça? Bon, c'est fait. On va avoir enfin la crise de paix. C'est ça que j'ai trouvé drôle. C'est qu'avec Richard Martineau, on n'a jamais la crise de paix. Il est tout le temps fâché contre quelque chose. Tout le temps. Fait que, en tout cas, il est comme la raison pour laquelle on n'a jamais la crise de paix. C'est lui. Et c'est Mathieu Bocoté. Ça me fait penser à, je sais pas si vous avez déjà vu l'épisode des Simpsons où Abraham Simpson chiale contre les nuages, genre Old Man Yells at Cloud, ça ressemble à ça. Vieux monsieur fâché contre le ciel. Voyons, tabarouette, ça n'a pas d'allure. Puis c'est triste parce que oui, c'est vrai, moi je trouve qu'on en a beaucoup parlé, mais en même temps, je me suis dit, c'est un événement céleste qui arrive. Ça valait la peine d'en parler, je veux dire. C'était pas le dernier épisode de La Voix. C'était quand même de quoi qu'on ne verra pas avant 2106, si ma mémoire est bonne, là, sur la région. Ouais. Okay. Dans 55 ans, ils vont en avoir une à l'île de la Madeleine. Sinon, pour le reste du Québec, c'est en 2106. Prochaine éclipse comme ça. Ah, moi, je pensais en 2192, quelque chose comme vraiment dans... Ben, on sera... En tout cas, moi, c'est sûr, je ne serai plus là. Peut-être que toi, Jay, la petite jeunesse va être encore là. Ben, on va être mort depuis longtemps et tout ce qui va rester, si c'est vrai que tout ce qu'on fait sur Internet reste, eh bien, ce sont nos podcasts. Peut-être qu'il y a des gens dans 200 ans qui écoutent ces podcasts-là qui se disent okay, c'est quoi ça? Il y avait vraiment un monsieur fâché contre l'éclipse. Sur son épitaphe, sur sa pierre tombale, il était fâché contre l'éclipse. Ouais, ben, même il était fâché tout court, moi c'est ce que je me. En tout cas, bref. Il était fâché contre la vie, je pense. Ouais, mais faites attention les boys, parce que Richard Martineau a déjà poursuivi pour diffamation, je ne sais plus, c'était-tu Ricochet qui avait fait genre une caricature avec sa pierre tombale là. Puis en tout cas, il est sensible, Richard, là, pour vrai. Ben ouais, je vois ça. Là. Ça cache probablement des insécurités. Si on avait un psychologue ou quelqu'un de spécialiste, il y a clairement des traits de quelque chose. Là, je ne veux pas m'avancer, mais bref, on dérape un peu du sujet, mais ça valait la peine. Moi, j'y ferais un gros câlin.
à Richard. Peut-être que c'est ça qui manque dans. Tu sais, les câlins de Patrick Groux, là, dans le temps du gros Luc, les rassemblements de câlins, ça y aurait fait du bien, tu sais, un bon gros hug. Là, tu sais, Moi, je ferais un deep fake. Tu sais, juste pour. Un deep fake de. Hey, merci de nous ramener, mon frère. Non, mais Un beau lien, oui, parce que, tu sais, un deep fake de Richard de bonne humeur. Tu sais, en train d'être content de quelque chose. Ouais. De féliciter quelqu'un. Ouais. Ben justement, parlons de ces fameux deepfakes que tu viens de peut-être trouver une idée pour quelqu'un qui veut faire un deepfake de Richard Martineau heureux de quelque chose. Peux-tu nous dire, Louis-Paul, c'est quoi en gros, là, en quelques mots, c'est quoi un deepfake? Oui, ben là, tu sais, je vais juste, gros disclaimer avant, je ne suis pas du tout un spécialiste là, bon, tu sais, en fait, on est à la limite de l'informatique et de l'ingénierie, là, mais tu sais, un deepfake, dans le fond, c'est une image générée par un générateur d'intelligence artificielle. C'est des moteurs de genèse d'images qui sont capables de, finalement, générer une image à partir d'images préexistantes. Donc, je ne sais pas, moi, je charge un paquet de photos de moi, là, dans différents contextes, dans différents scénarios, avec différentes expressions faciales, langage corporel, etc. À partir de ces images-là, c'est comme une base de données d'images, finalement, de l'intelligence. Mettons Google Images, pour se donner une bonne base. Là, genre, tu sais, je suis pas mal sûr, si tu fais Google Images de Jonathan le prof ou de Jérémy ou moi, tu sais, on trouverait des images. Puis là, je dis ça parce que, justement, on met tous, on nourrit tous la webosphère de nos propres... Ouais, on nourrit la machine. Et conséquemment, on pourrait, tu sais, être l'objet, finalement, d'un deepfake quelconque, là, parce que, dans le fond, on a des images de nous qui sont accessibles à la ligne. Alors, tu sais, pour la petite gag, là, je vous conseille de peut-être mettre tout le monde un petit warning comme post Facebook. Là, par la présente, je déclare que Facebook n'a pas le droit d'utiliser mes images. Ça marche, ces affaires-là? Excusez-moi. Bref, donc un deepfake, donc c'est ça, c'est une image générée de toutes pièces à partir d'images préexistantes. Ce qui est un problème, mais c'est un problème intéressant aussi. Je dis, c'est quand même assez fascinant qu'on ait des moteurs de rendu capables de générer ce type d'image-là. Intéressant et épeurant, on va se le dire, Louis. Très épeurant pour un paquet de raisons. Parce que moi, je me fais vraiment du fun avec ça depuis plusieurs semaines, dans le fond, parce que, comme on a dit en début d'épisode... J'étais déjà prêt. J'étais déjà prêt. Ouais, c'est ça. Sauf le pacing, lui, il n'était pas prêt. Mais j'avais plusieurs exemples qu'on va présenter ce soir, surtout, comme j'ai dit tantôt, surtout de la musique. Puis moi, ça me fait cramper bien raide, certains. Là. Mais il y a des côtés sombres à ça. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans le côté le fun en premier ou bien le côté sombre? Ben, on pourrait juste y aller de façon générale. Moi, j'ai eu un flash tantôt quand on parlait de tout ça. Le premier deepfake officiel, c'est la mort de Paul Walker, l'acteur dans Fast and Furious. Ils sont allés chercher son frère qui lui ressemblait beaucoup et avec le deepfake, ils ont été capables de l'insérer dans les scènes manquantes pour qu'il puisse finir le film. Puis ça montrait, dans le fond, le côté, je vais dire, positif. On pouvait s'en servir de la bonne façon. Puis, il y avait aussi une entreprise québécoise qui s'appelle Nuance, qui déjà à l'époque se spécialisait pour détecter les deepfakes. Ils ont été rachetés par Microsoft pour 2 milliards de dollars il y a quelques années. Donc, il y avait déjà, même avant qu'on entende parler des deepfakes, des gens qui travaillaient sur ce genre de trucs-là avant que ça soit vraiment grand public. Mais c'est, je pense, le premier, je vais dire, majeur qui a été fait, c'était pour finir un film. Malheureusement. Oui, parce que Paul Walker était décédé. Là, vous n'entendrez pas le son, mais c'est pas grave, les gars, parce que je suis allé vraiment rapidement. Là, mais parce qu'on ne l'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Louis-Paul peut m'aider. Je ne sais pas si tu connais un peu ça. Mais quand je prends Google Chrome, je ne peux pas avoir le son. Mais ce n'est pas le plus important. C'est vraiment pour aller voir le deepfake de la fin de Fast and Furious 7. OK, fait que ça... non, attendez un instant, c'est pas cette scène-là. Attendez, je vais leur retrouver un autre. On peut continuer pendant ce temps-là. Finalement, c'est pas le bon.
Non, tu étais préparé, Jay, tu me déçois. Non, mais là, on m'a donné l'idée. Non, mais c'est que ça, je ne l'avais pas, mais c'est vrai que c'est un des premiers aussi. En On l'a vu attendant, dans Star Wars aussi, tu sais, après. J'allais dire après la mort de Carrie Fisher, mais de toute façon, ça prend pas. C'était-tu dans Rogue One qu'on la voit en train d'enregistrer le message qu'elle enregistre dans R2D2, là, genre. C'est à la fin de Rogue One, ouais, on a vu aussi une actrice, on a fait du CGI, ouais. mais on a mis la face de Carrie Fisher parce que, dans le fond, non, est-ce qu'elle était décédée en 2016? Peu importe, elle avait plus l'âge qu'elle avait en 77. Non, c'est ça, il y a une version rajeunie, mais ils ont fait la même chose avec Harrison Ford dans Indiana Jones, le dernier. Ils l'ont rajeuni par CGI. Ah ouais, je l'ai pas vu, ça. En fake, comme si c'était encore un jeune aventurier, mais c'est pourtant le Harrison Ford qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il se casse des hanches en tournant. Parce que... Ouais. Non, c'est ça qui se cache dans un frigo quand il y a une bombe atomique. Tu sais, ah ouais, c'est ça. Alors, c'est ça, la fameuse scène, Jay? Ben là, je pense que oui. Là. Fait que c'est la fameuse scène dans Fast and Furious 7. Quand les deux prennent chacun leur chemin séparé. Là. Exactement. Puis c'était. Regardez, là, justement, là, on le voit, là. Mais il faut avoir l'œil, là. Ça, c'est du CGI, c'est du deepfake. Paul Walker il était décédé quand cette scène-là a été tournée. Puis comme tu as dit, c'est son frère qui a servi de modèle un peu, parce que c'est vrai que à part les yeux, son frère, que je me rappelle plus non, malheureusement, mais la carrure, la chevelure, etc. Il s'en ressemblait quand même. Oui, exactement. Alors ça, c'est un deepfake. Alors, ceux qui sont en podcast, désolé, mais ça allez voir Rapide et Dangereux 7, Paul Walker. Ça va sauver exactement. Chose, alors, c'est ça. On peut faire, vous savez, un peu de pouce sur la sémiologie, puis la théorie, là, un peu. C'est juste pour philosopher rapidement l'impact du deepfake avant peut-être si ça ne vous déplaît pas. Là. Non. Tu sais, il y a des problématiques qui émergent. Depuis qu'on fait de la photo, on fait de la photo truquée, des effets visuels, etc. Des extraterrestres, des affaires de même. Effectivement. Puis, quand le numérique est arrivé, là, on a pu voir quand même une facilité dans la manipulation qui changeait notre rapport avec la photo. Parce que malgré le trucage à l'époque, c'était une forme d'artisanat finalement, là, parce qu'il fallait vraiment être habile et savoir ce qu'on faisait. La photo avait une indexicalité, là, je ne sais pas si le terme se dit en français, sinon c'est un anglicisme, là, mais un rapport au réel, une indexicalité qui n'existe plus. Dans La Chambre claire, là, Roland Barthes, le sémioticien français, il écrit, en parlant de la photo, là, il dit, à son plus simple élément, la photo proclame ceci, ça a été. Ça, c'est la fameuse phrase là, sur l'indexicalité de la photo, c'est que dans le fond, la photo proclame que ce qu'elle représente a existé à un moment donné, devant un objectif donné, dans un moment précis dans l'histoire. Elle immortalise un moment. Exactement. Vous savez, juste pour l'anecdote, Roland Barthes écrit de La Chambre claire en tombant sur des photos de sa mère en revenant, je ne sais pas si c'est tout de suite après son décès, mais pas longtemps après, en tout cas. Puis il y a quelque chose de très émotif dans son propos, mais en même temps de super intéressant. Puis c'est un livre que moi, je l'enseigne encore aujourd'hui. C'est un livre assez intéressant sur la photo et dans le fond, ce qu'elle comporte de rapport avec la réalité qui nous entoure. Mais la minute où on a commencé à générer des images de synthèse, ou même juste gosser dans Photoshop là, avec des images, on s'éloignait déjà de ce fameux « ça a été ». Parce qu'on ne pouvait plus nécessairement proclamer que la photo qu'on voit a capté un moment précis, réel, ça s'est passé comme ça, merci, bonsoir. Puis, l'arrivée du deepfake problématise ça de façon encore plus complexe. Parce que là, on n'est pas. Puis pourtant, puis vous le dites, parce que c'est ça le danger du deepfake, là. C'est vrai, je l'ai vu. Mais en même temps, on ne peut plus se fier sur ce que les images médiatiques nous véhiculent, à la minute que ces images-là peuvent produire de façon aussi convaincante quelque chose qui n'a pas été. Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse philo-là, parce que je pense qu'elle est vraiment importante pour le reste. On n'est pas prêt.
on parle toujours de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup depuis ChatGPT, tout ça. Bon, est-ce qu'on est prêt? L'humain, exactement. L'humain est-il prêt à vivre tout ça? Puis, c'est une question complexe. Mais puis, avec ChatGPT, c'est encore plus complexe parce que là, on est dans des moteurs conversationnels. Est-ce qu'on est prêt? Je ne sais pas, je ne veux pas vraiment répondre à ça en quelques minutes. Surtout qu'il n'y a pas de limite encore. C'est ça qui arrive. Mais avec les deepfakes, donc des images générées de toutes pièces, là, je pense que non, on n'est pas prêt pour la simple et bonne raison que on est encore conditionné à croire que les images qu'on voit, encore une fois pour paraphraser Barthes, que les images qu'on voit ont été. Alors qu'il n'en est plus rien depuis longtemps maintenant, là, depuis Photoshop. Mais là, évidemment, c'est encore plus complexe avec l'arrivée des deepfakes et de l'intelligence artificielle. Tout ce qui a été, ce sont les images référentielles que l'IA va utiliser pour générer les nouvelles images, mais il n'y a aucun rapport d'index qualité, de rapport à la réalité, etc. Puis là c'est que c'est plus une question d'âge de la personne qui voit le deepfake en question. Quelqu'un de 14 ans peut voir un deepfake et dire c'est vrai, comme quelqu'un de 75 ans, 80 ans qui va dire. Tu sais, avant, on disait, quelqu'un qui connaît l'informatique, il est capable de voir la différence entre, mettons, une photo faite sur Photoshop, etc. Ouais. Deepfake, là, sérieusement, là, c'est bluffant. Si t'as pas un logiciel qui scanne l'image pour trouver les pixels qui ont été modifiés, là, tu peux pas le voir à l'œil nu. Exact. Je pense qu'on est encore dans une situation où un spécialiste, disons en cours, dans un cas d'un litige, où la preuve reposerait sur est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, la photo ou le vidéo, peu importe, on serait peut-être capable, encore aujourd'hui, de retrouver les traces dans l'image comme quoi elle n'est pas réelle. Est-ce que c'est un manque de profondeur de champ? Est-ce que, je ne sais pas. Mais ça achève peut-être ça, avec la perfectibilité des technologies. Puis moi, j'ose croire que peut-être que nos enfants vont être un peu plus dubitatifs face à ce qu'ils reçoivent comme image que nous, on peut l'être. Et je dis nous, je nous inclus, mais je veux dire, on s'entend qu'il y a des gens plus crédules que d'autres là, dans la société qui vont croire n'importe quoi puis voir des complots partout. Parce que il y en a qui pensaient que l'éclipse, c'était Rapture puis la fin du monde hier. Fait que si les gens croyaient à ça, ils vont croire à n'importe quelle image que tu vas leur passer sur un feed Facebook. C'est clair, oui. De toute façon, regarde, on a tellement reculé en arrière dans le temps qu'il y a beaucoup de gens qui croient même plus que la Terre est ronde. Là. À un moment donné, fait que pour ce qui est d'avoir la capacité critique, de prendre cette distance-là face à l'image puis de la questionner, je ne suis pas sûr. Mais honnêtement, moi, je pense que ça va passer par l'éducation en quelque part au secondaire, même peut-être au primaire, de conscientiser, d'avoir un cours, je ne sais pas, en informatique ou en... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Peut-être dans CCQ qu'on pourrait mettre ça, Joe, je ne sais pas. Mais je pense qu'il en parle déjà, justement. Oui, il y a des trucs sur le numérique. Il faudrait que j'aille relire le programme. Mais oui, je sais qu'il y a quelque chose sur la civilité numérique, peut-être. Exactement, oui, la civilité numérique. Il va falloir que dans les écoles, ce soit enseigné parce que ça va être une réalité de plus en plus envahissante, si je peux dire, dans le sens qu'il va y en avoir partout. Puis, à un moment donné, c'est que les jeunes... Là, je parle des jeunes du secondaire, vu qu'on est prof au secondaire, ils peuvent croire n'importe quoi s'ils ne savent pas. C'est pas de leur faute. N'importe quelle vidéo TikTok est vraie. Là. Exactement. C'est dangereux. Exactement. Très dangereux. Est-ce qu'on regarde un premier exemple de deepfake, messieurs, avec celui de Joe que tu nous as envoyé 20 minutes avant de commencer l'épisode? Ouais, j'ai eu un flash. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé avant. Là. On dirait que ça m'est comme... popé comme ça dans la tête, je me suis rappelé de ce chef-d'œuvre de deepfake. Oui, exactement. On va écouter ça. OK, ça dure 1 minute 12. On regarde ça et puis on vous revient. Écoutez bien Barack Obama parler. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things.
at least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. J'adore ça. Mais tu sais, déjà, ceux qui l'ont vu en vidéo, on voit déjà que la vidéo est un peu sketch. Là, c'est plus convaincant aujourd'hui, ouais. Exactement, parce que c'est en 2019, là, ça fait quand même. Mais c'est impressionnant. Oui, effectivement. Parce que quelqu'un qui regarde ça, juste d'un œil distrait, là, tu peux pas comprendre que c'est un deepfake que tu es en train d'écouter. Même la voix, pour vraiment que tu sois un expert de la voix de Barack Obama pour entendre que c'est pas tout à fait la bonne chose, mais c'est à s'y méprendre. Puis c'était justement il y a 5 ans, donc on était à des années-lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais en 2019, est-ce que ça existait, le générateur de voix? Parce que ça se fait aujourd'hui. Tu as juste à taper le texte, ça prend la voix de qui tu veux, puis ça fait le texte. Hein. C'est le même principe, hein, c'est du sampling. C'est de l'échantillonnage. Toutes les voix que tu as eues à quelque part ont été... Pour peu que tu as que tu as des enregistrements de toi qui sont disponibles, il y a moyen d'échantillonner ça. C'est ça, c'est juste de l'échantillonnage. Même chose pour les deepfakes vidéo là, ou juste imagés. C'est de l'échantillonnage. À partir de données préexistantes, on crée des nouvelles données. Ça me fait penser, quand on appelle une banque ou une caisse, souvent, ils sont capables de te reconnaître par ta voix. Au lieu de t'authentifier, à cette heure, ils t'identifient avec la voix. On pourrait être capable éventuellement d'authentifier avec une fausse voix pour aller accéder à des informations. Par exemple, je ne sais pas, Mark Zuckerberg, je m'authentifie avec sa voix à la banque, j'accède à ses comptes. Il y aurait probablement des trucs un peu plus, je veux dire, épeurants. On s'entend, j'exagère peut-être un peu, mais c'est où ça va s'arrêter. Parce que si on est capable de faker la voix, si ma voix est plus vraie, comment je fais pour prouver que ma voix est plus vraie? Ça s'en vient quand même compliqué. Il y a des gens au Québec qui se sont fait arnaquer par téléphone en prenant la voix d'un proche en disant, admettons, je suis pris au Mexique, puis si tu ne donnes pas 20 000 $ à mes ravisseurs, ben, ils vont m'exécuter, puis ils envoient ça à des parents que leurs enfants, je ne sais pas moi, dans vingtaine, dans trentaine, seraient pris au Mexique, etc. Puis finalement, ils savent, voyons, il n'est pas au Mexique. Là, il l'appelle. Il arrive le soir même, ça va? Hey man! Il est à la table en train de souper avec eux autres. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Comme le deuxième exemple que je veux vous présenter, c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça un YouTuber, Al Caramba Composition, qui a dit j'ai demandé une chanson de Metallica sur les baleines. Alors, on va écouter ça. J'ai demandé une chanson de Metallica sur les baleines et ça donne ceci, attention. La voix est là, mais pas la musique. Là, ouais, il y avait d'ailleurs, comme musicalement, il y a des glitches. Là. Mais encore une fois, c'est la voix qui a été la plus facile à truquer. Oui, effectivement, on dirait vraiment James Hetfield. Parce que la voix de James Hetfield, elle doit être partout. Il y a tellement de trucs enregistrés avec sa voix que ça doit être une des plus faciles à truquer au monde. Là. James Hetfield, OK, le chanteur de Metallica, il y en a beaucoup. Allez voir sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, il y en a beaucoup, OK? James Hetfield est là-dedans. Freddie Mercury, beaucoup. Je crois dans notre dernier épisode qu'on a fait ensemble, Louis-Paul, où est-ce qu'on parlait justement de deepfake vers la fin de l'épisode, je vous avais fait écouter, dans le fond, une toune des bébés, alors de Patrick Bourgeois, les bébés, à la manière de Michael Jackson. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non. Non? OK, je vais essayer de la retrouver tantôt, là, mais... Ah oui, si tu la retrouves, ça va. OK, ouais, mais... Ça me dit rien non plus. T'es sûr que tu vas montrer ça, Jeff?
Ouais, en tout cas, j'ai aucun souvenir de ça. Fake dans ta tête. Ouais, c'est ça. On est dans Inception, il nous a semé une idée dans la tête, puis ça va nous apparaître plus tard. Mais cet été, j'étais en voyage avec mes enfants puis ma conjointe, puis mes enfants, ils m'ont fait découvrir des... Tu sais, t'as aussi des chansons, puis je vous entendais tantôt avant d'entrer en ondes, là, quand je me suis joint au... Il me semble que vous faisiez jouer, je sais plus quoi, mais c'était comme une toune... C'est quoi vous faisiez jouer? On va voir ça tantôt. OK, excuse. Mais moi... Oui, j'en ai plusieurs, mais oui, vas-y, excuse-moi. Mes enfants, ils m'ont... c'est con, là. Là, ils n'arrêtaient pas d'écouter la chanson Chandelier de Sia, mais version Toad, qui chante, tu sais, Toad, là, dans Mario Kart, là. Voyons donc. C'est insupportable, mais c'est drôle. Puis il y a plein, en tout cas, ça a l'air que si tu fouilles, là, j'ai jamais pris la peine de le faire, mais tu peux trouver plein de covers de Toad qui chantent des tunes avec sa voix là, ultra poussée. Là. Ah ouais, super agressante. Alors, Chandelier, tu sais, où déjà, le refrain de ça est vraiment aigu. Là, c'est vraiment insupportable. Là. On va essayer de la trouver ce soir. On va l'écouter. Alors, la chanson que je suis certain de vous avoir montré ça, les gars, c'est... Alors, c'est Michael Jackson qui chante « Tu ne sauras jamais des bébés wow. ». OK? Ça vous dit rien? Non. OK, on écoute ça une petite minute, puis on revient. On parle souvent toute la nuit et on boit à nos vies un peu beaucoup. Je rentre, je te laisse avec lui. Ton image me suit, merci. Est-ce que son striker, il y en a à soir, là, des trucs. On va se faire farmer. Moi, je n'aurais assez, en tout cas, je te dis ça. Tu peux le refrain. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris. Mais c'est qui la personne qui avait du temps à perdre à ce moment-là ça, c'est la journée? Oh, les gars, là, ben, Joe, on se connaît un peu. T'es encore, pour moi, je t'ai vu 4 fois dans ma vie. Non, c'est pas vrai. Je suis quelqu'un de facilement émerveillable. OK? Là, ce sont des bijoux. OK? Moi, ça me rend heureux. Il faudrait, là, je vais, tu sais, c'est off-topic ce que je vais dire, là, mais as-tu déjà découvert les mash-ups? Oui. Parce que ça, c'est impressionnant. C'est pas tout à fait des deepfakes, mais tu prends genre la voix d'une tune, tu la superposes sur l'instrumentation d'une autre tune. Puis moi, j'ai déjà entendu c'est le piano de Imagine de John Lennon, puis c'est David Lee Roth qui chante Jump de Van Halen. Wow. C'est hallucinant. Tu pourrais le toi. Oh non. Mais Frank Pocket, on vous invite à aller écouter le crachoir. Frank Pocket en fait jouer presque à toutes les fins d'épisodes des mash-ups comme ça. Puis c'est vrai, des fois, c'est comme wow. Là, tu sais, un mélange, je sais pas moi, de beaux dommages avec du Metallica. Puis ça fit, là. Moi, j'ai déjà entendu, c'est genre la musique de Run to You de Bryan Adams, mais c'est James Hetfield qui chante Enter Sandman là-dessus. J'ai déjà entendu, en fait, là, c'est celui que je t'avais de décrire, est quand même assez ironique quand on y pense. C'est la musique de Final Countdown de Europe avec Kurt Cobain qui chante Smells Like Teen Spirit par-dessus. OK. Wow. C'est assez ironique quand tu penses au grunge versus le cock rock des années 80. La revanche. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est un deepfake que celui-là, je ne connais pas. Toi, Joe, est-ce que tu avais entendu parler de Toad qui chante? Ok, tu vas mettre ça. Ah ouais? Attention à votre piton volume. Ok, on va baisser le volume, mais oui, je veux vraiment écouter ça. Alors, Toad qui chante Chandelier, c'est qui chante ça déjà? C'est Sia, la chanteuse, je ne sais plus, elle est néo-zélandaise ou en tout cas, je ne sais pas. Ouais.
On va monter le son un peu. Là. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three. Ça va d'être insupportable. Till I lose count. Ok, non, arrête ça, le monde va se débat. Ils vont perdre vos auditeurs. Mais bon, on déconne depuis tantôt parce que c'est drôle. Puis, en fait, c'est intéressant comme parcours pour l'épisode parce que dans le fond, on voit qu'il y a quelque chose de ludique. Là. Il y a un potentiel très ludique dans le deepfake. Il y a du drôle, là, oui. Comment? Il y a du drôle là-dedans. C'est hallucinant. Moi, Toad qui chante Chandler, c'est insupportable, mais c'est drôle. Mais après, on peut facilement tomber dans un autre registre où ça devient beaucoup plus problématique. Ouais. On a vu c'était pendant les primaires américaines, mais c'était-tu avant Noël ou juste après Noël? En tout cas, c'était au Nouveau-Hampshire, je crois, qu'il y avait un deepfake audio de Joe Biden là, qui faisait des appels pour dire aux électeurs démocrates que c'était pas nécessaire de sortir pour aller endosser la candidature de Biden à la présidence. Oui, c'était pendant la primaire. C'est pas le Super Tuesday, mais une primaire. C'était avant ça, oui. Il me semble que c'était avant ça. Je ne suis pas sûr si c'était pas au New Hampshire. New Hampshire, c'est une des premières, je me trompe. Ben, c'est ça. C'est après l'Iowa, je pense que c'est le New Hampshire. Fait que, mais bon, là, je peux me tromper, mais on était à peu près à ce moment-là. Là, ça devient inquiétant pour nos démocraties. Ce genre de tactique-là. Puis c'est très convaincant. Alors, où est la vérité? Où est la manipulation? Ça va être vraiment difficile. Alors, l'intelligence artificielle et sa capacité de deepfake là, pour tout ce qui touche les images et le son, il faut s'en préoccuper beaucoup. Ben, c'est justement le titre de l'épisode, justement. Est-ce que c'est une menace pour la démocratie? Parce que là, Joe Biden s'est fait faire le coup. Quand il se passe de quoi aux États-Unis, ça ne prend pas trop de temps que ça traverse la frontière puis ça arrive au Canada puis au Québec. Là. C'est sûr qu'il y en a déjà Justin Trudeau qu'on les a juste pas vus parce qu'ils sont encore trop underground. C'est clair qu'il y en a qui ont été faits. À quand un deepfake, justement, de Justin Trudeau qui dirait n'importe quoi, là, vous allez me dire qu'il dit en ce moment, il dit pas mal de mais encore pire. Oui, mais c'est deux choses. On peut, là tu sais, ouais. Bon, je ne suis pas un fan, mais c'est un politicien, qui a été démocratiquement élu. Puis, je veux dire, est-ce que j'endosse tout ce qu'il dit? Non. Mais est-ce que ce qu'il dit, c'est des débilités? Ben non. Je veux dire, c'est un politicien, il a ses propres idées. Libre à nous de les partager ou pas. Mais là, quand tu commences à y faire dire n'importe quoi, puis là, ça choque ceux qui sont facilement impressionnables puis qui ne questionnent rien. Oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Là, ça devient vraiment dangereux. Le scénario le plus catastrophe que j'avais vu, c'est imaginer, exemple, un Donald Trump, un Vladimir Poutine ou un Kim Jong-un qui annonce qu'il y a une frappe nucléaire, puis avant même qu'on ait compris que c'est un deepfake, qu'il y a déjà une contre-attaque, qu'il y a déjà quelque chose, c'est que ça amène à de quoi de vraiment grave parce que les gens n'ont pas pris le temps de vérifier l'information. Je ne sais pas si ce serait possible, ça, parce que les réponses... D'ailleurs, je suis en train d'écouter le documentaire, la série documentaire là, sur Netflix, là, comment ça s'appelle? Turning Point, là, C'est excellent. C'est vraiment bon, oui. Puis, c'est excellent, c'est autour, justement, du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ça commence toujours avec ça, hein? Puis après ça, on revient en arrière. Bon, on revient jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'invention de la bombe, puis après ça, on avance dans la guerre froide, etc. Je n'ai pas fini encore la série, mais il reste que, on réalise que dans l'histoire récente, on est vraiment passé souvent proche d'une catastrophe. Il y a certains close calls qu'on connaît, la crise des missiles à Cuba, mais il y en a d'autres que moi, j'ai appris en écoutant ce docu-série-là. Puis, je pense, j'ose croire, mais là, je suis peut-être naïf, j'ose croire que, les responsables des états-majors se fieraient plus sur les données qu'ils reçoivent sur radar que genre un clip
sur YouTube là, de Donald Trump qui dit « Moi, tout vous nuquez! » Ben, tu sais, si c'est Trump qui va mettre en place l'état-major, on peut plus. Ouais, C'est ça le problème. C'est que oui, ouais. je fais encore confiance en l'humanité, mais il y a des humains en qui je fais plus confiance. Fait que c'est là qui est le problème. Tu sais, si on n'a pas cette espèce de mécanisme de protection-là, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver, on ne sait pas. Ou ça pourrait être par exprès, ça pourrait être un prétexte pour le faire. Faire nous-mêmes le deepfake pour attaquer quelqu'un. Un false flag qui appelle. Oui, false flag, ouais. Mais j'ose espérer que maintenant, les gouvernements, surtout les États-Unis, ont une équipe de white hat qui sont aux aguets pour des white hats puis les black hats, là, des hackers blancs, pour dire que ces hackers-là sont là pour protéger, sont là pour... counter-hacking, là, ouais. Ouais, c'est ça. J'ose espérer qu'il y a des gens qui sont là pour dire, OK, ça, c'est vrai. Au Canada, c'est aussi à l'ingérence qu'il y a eu dans les dernières années. Je ne suis pas sûr qu'on a une équipe qui est capable de détecter des deepfakes. Oui, puis là, on pourrait dire la même chose aux États-Unis parce qu'il y en a eu de l'ingérence russe, entre autres. Il y en a encore présentement. Ben, c'est clair. Là. À quand le retour d'Edward Snowden aux États-Unis pour être le chef de cette unité? Hein? Non, je suis pas sûr. Edward, qui a prêté allégeance à Vladimir Poutine, je suis pas sûr que j'aurais le goût de le revoir de ça. Il a prêté allégeance à Vlad? Oh que oui, ben, il est citoyen russe, il n'a pas eu le choix. Ouais. On n'entend plus parler d'Edward Snowden. Ben, je pense qu'il s'est fait disparaître, justement. Oui, exactement. Les gars, voulez-vous voir un autre? On va parsemer comme ça l'épisode de Deepfake. Voulez-vous voir Jim Carrey dans la peau de Jack Nicholson dans The Shining? Pourquoi pas? Ça serait tellement bon comme remake. C'est malade. Alors, la fameuse scène dans l'escalier où Jack poursuit sa femme dans le manoir. You have the slightest idea what a moral and ethical principle is, do you? Has it ever occurred to you what would happen to my future if I were to fail to live up to my responsibilities? Has it ever occurred to you? Has it? Stay away from me. Why? I just want to go back to my room. Why? I'm very confused. I just need a chance to think things over. You've had your whole fucking life to think things over. What good's a few minutes more gonna do you now? Stay away from me. Please. Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay away from me. Wendy. Stay away. Darling, light of my life. Ça donne je sais pas, mais... Mais ils n'ont pas changé la voix, là. La voix, je pense, c'est celle... C'est celle de Nicholson, là. Mais la face, c'est impressionnant. Je me rends compte que Jim Carrey et Jack Nicholson, il y a une ressemblance physique aussi. Fait que ça aide à croire au deepfake. Pas sûr si tu avais mis, exemple, on remet la face de Barack Obama, on aurait peut-être moins cru un peu. T'sais. Ben c'est clair, parce que dans le fond, ils ont juste mis la face, ils ont gardé les cheveux, le corps. Non, c'est ça, c'est comme un mash-up Photoshop un peu. C'est exactement ça. Il faut dire, tu viens de dire, Joe, que tu trouves que Nicholson et Jim Carrey ont des ressemblances. Saviez-vous, les gars, que Jim Carrey avait fait une audition pour jouer le Joker dans le troisième film de Batman. Sais-tu Batman Forever avec Val Kilmer, là? Mais finalement, on a décidé de le mettre en Riddler. Oui, exactement, le Sphinx. Le Sphinx, c'est ça, le Sphinx. Alors, mais il avait été casté pour faire une autre version de Joker, Jim Carrey. Mais finalement, ça, je l'ignorais. Ouais. Un autre point qu'on voulait discuter avec toi, mon cher, c'est Taylor Swift. Oui, parce que c'est sûr que dit de même, là, ça fait un peu out of nowhere. Vraiment, parle-nous de Taylor Swift. Pendant que Lupa va nous parler dans le fond, elle a été victime de deepfake. Oui, c'est un cas qui a été très médiatisé, qui en cache. C'est comme une éclipse médiatique, hein, le terme est intéressant d'ailleurs, dans l'air du temps. Mais parce que derrière ce cas-là, qui a été très médiatisé, se cache combien d'autres victimes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce sont des victimes féminines d'un autre phénomène qui est celui des deepfakes pornographiques, où avec la même technologie, on a la capacité de générer des images au contenu explicite là, à partir de l'apparence de quelqu'un telle qu'elle va être
reçues par un moteur à travers, justement, bon, des différentes images là, glanées sur le web. Évidemment, dans le cas d'une célébrité comme Taylor Swift, ben là, il ne manque pas d'images. Donc, j'imagine que ça peut être beaucoup plus facile et convaincant, facile comme processus et convaincant comme produit. Puis, moi ce que j'ai su, c'est que ces images-là ont été partagées. Ça fait pas très longtemps, peut-être 2 mois. C'était quelque part cet hiver. À peu près, ouais. C'était avant le Super Bowl. Hein. Oui, justement. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien? Parce que, bon, toute la complosphère était vraiment en feu avec Taylor Swift et son chum. J'ai Jason Kelce, mais je pense que c'est son frère. En tout cas, ouais. Puis l'influence. Finalement, là, cet épisode-là est intéressant avec la NFL là, parce que ce qui sort de ça, c'est qu'on a, surtout à la droite, puis je ne veux pas simplifier en disant juste la droite, disons la droitosphère complotiste, là, on a peur d'une femme comme Taylor Swift parce qu'elle est forte, elle a de l'influence. Tu sais, puis pour l'anecdote, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Moi, je connais absolument rien à Taylor Swift. J'ai essayé d'écouter un peu sa musique quand tout ça est arrivé pour me dire, tu sais, connaître un peu le sujet parce que j'ai parlé de ça ailleurs. Comment? Quand il y a eu le Super Bowl, là, je me suis rendu compte, hey, je connais pas une toune de Taylor. Moi non plus! On n'est pas le public cible non plus. Non, on n'est pas du tout le public cible, mais là, j'en ai ça dans l'auto en faisant des lifts à mes enfants. Mon fils me dit que j'étais gaze. Ouais. Mais Taylor Swift, tu sais, c'est pas vrai. J'ai entendu des tunes de Taylor Swift, mais pour les reconnaître, puis mettons, les fredonner, non, je n'étais pas en mesure. Puis avant le Super Bowl, parce qu'on a, je pense, plus parlé de Taylor Swift et son chum dans les Chiefs, je crois, de Kansas City, que du match en tant que tel. Dans les 2 semaines avant le Super Bowl, c'était ahurissant là, comment on parlait de Taylor Swift. Puis justement, je suis allé écouter des tonnes de Taylor Swift pour me rendre compte que, comme tu as dit, Joe, je suis vraiment pas le public cible pour ça. Non, vraiment pas du tout. Mais quand même, c'est pas juste la chanteuse la plus populaire, c'est tout sexe confondu, c'est l'artiste d'influence par excellence dans le monde, le Taylor Swift. Oui. Puis vous savez quoi d'autre? C'est quelque chose que j'ai appris en lisant sur elle. J'ai beaucoup, bon, je ne traite pas du tout sa musique, mais j'ai beaucoup de respect pour la femme qu'elle est. C'est une personnalité forte qui n'a pas peur de déranger. J'ai su qu'à un moment donné, elle a changé de label vers la fin des années 2010. Et l'ancien label, donc les anciens producteurs de sa musique, détenaient les droits, non pas nécessairement de sa musique elle-même, mais des enregistrements. Et elle n'avait pas le droit de les récupérer. Puis, bon, il y a eu une espèce de... elle a tenu tête à ses producteurs. Il faut le dire, soit dit en passant, que le monde de l'industrie de la musique est tout aussi phallocentrique que celui du cinéma. C'est à 95% des hommes. Elle a tenu tête et elle a tout simplement réenregistré 4 de ses albums. Elle les a réenregistrés. Puis là, tu peux écouter l'album, la tune, si tu vas fouiller sur iTunes ou peu importe, ça s'appelle... Toutes les tunes ont le même titre, les albums ont le même titre, mais avec l'ajout entre parenthèses Taylor's version. Puis, moi, je trouve que c'est super ce genre de pied de nez à une industrie qui est un dinosaure, là, parce que l'industrie de la musique est un dinosaure. Mais en même temps, je crois que ça joue un rôle dans le fait qu'elle tombe ensuite victime à des crimes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce sont des crimes de nature sexuelle, où on va hijacker son image pour la mettre dans des contextes pornographiques. Là. Puis ces images-là ont été relayées sur... moi, je vais continuer d'appeler ça Twitter. Là. Je vais sonner comme nos parents là, qui parlent de la commission d'éditeurs. Oui, anciennement Twitter. Oui, la commission de c'est mon gag éternel. On parle des commissions. Moi, je dis encore commission scolaire, fait que je sonne déjà comme ma mère qui parle de la commission éducaire. Bref, merde, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le fait qu'elle a tenu tête à ça, la
placé dans une position. Ah, c'est ça, les images sur X, c'est là, excusez-moi. Oui, Alors, la fatigue me gagne. Donc, ça a pris, je ne sais pas combien de millions de partages, là, on pourrait le trouver, là, cette information-là, facilement, avant que X tire la plug et supprime les images. C'est hallucinant quand même, là. Je veux dire, ça a été flagué, le monde, tu sais, ces fans, tu sais, sont montés au il y a eu vraiment sur Twitter. Pardon? Il y a eu des images comme ça sur Twitter. Oh oui, c'est une vidéo porno totalement, de ce que j'ai compris. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas cherché à la voir non plus parce que je ne vais pas sur Twitter, mais de ce que j'ai compris, puis ça a pris beaucoup de temps. Puis il y a des rumeurs qui disent que ce serait Elon Musk lui-même qui aurait dit non, tu ne l'enlèves pas, la vidéo. Ah ouais? De toute façon, je n'ai pas un grand j'ai aucun respect pour ça. Voilà, on partage. Fait que, bref, tout ça pour dire que on a ce nouveau genre de crime qui peut être commis. À 99% du temps, la victime est féminine. Et c'est comme une façon de réaffirmer un pouvoir sur une femme. C'est extrêmement haineux. Moi, je trouve que c'est un crime haineux. Ouais, c'est dégueulasse. Là. On se le dit un peu avant d'entrer en ondes tantôt, c'est l'équivalent intelligence artificielle d'un autre phénomène qui n'est pas très vieux, lui non plus, la revenge porn. Donc des images intimes qui sont tournées dans un contexte consensuel qui vont ensuite se faire disséminé sur Internet à la suite, par exemple, d'une rupture, là, dans le cas de figure le plus répandu. Donc, je sais pas, un dude là, qui se fait plaquer par sa blonde, qui évidemment, c'est souvent le cas. Hein, les hommes, on revient à Richard Martineau. Moi, je suis capable de faire des liens comme ça. on va avec ça. On revient avec Richard Martineau, là, qui est tout le temps fragile. Là. Oui. Richard Martineau passe beaucoup de temps à critiquer le concept de masculinité toxique, mais il en est le parfait porte-étendard parce que et son refus ne fait que alimenter le phénomène. Et en même temps, ça, c'est un dude qui dit « Ah, les hommes souffrent aujourd'hui. » Ben oui, les hommes souffrent aujourd'hui, c'est clair. Ils ont toujours souffert, en fait. Là. Ben oui, puis c'est pas... En fait, c'est ça qui est ironique, c'est que les méchantes féministes, ben, elles veulent... Les critiques féministes visent pas juste à émanciper les femmes et tout ça. Évidemment, c'est le but premier, mais ça passe aussi par une redéfinition des paramètres de qu'est-ce que c'est la masculinité. Alors, tout ça pour dire que ça, c'est le comportement le plus toxique qu'il n'y a pas. Tu ne verras pas, ou à peu près pas, 99% du temps, c'est des hommes qui se font plaquer, qui leur masculinité en prend pour son coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commettre un crime haineux du genre. On ne voit pas ça avec des femmes. Puis même si on le voyait, ça n'a pas le même impact sur l'image pour l'homme que pour la femme. Puis on va voir dans les années à venir des... j'aimerais ça me tromper, là, mais j'ai l'impression qu'on va avoir une épidémie de ce genre de trucs-là où des femmes... Là, on a parlé de Taylor Swift, mais comme je disais tantôt, c'est un exemple qui cache un paquet d'autres qui sont anonymes et qui vont tomber victimes à ce genre d'images-là, où à partir de plein d'images disponibles, tu peux générer dans des moteurs très douteux dont on devrait interdire la diffusion. Mais c'est ça, nos gouvernements tardent à légiférer. Là, je m'en vais un peu dans toutes les directions, je suis désolé, mais... C'est une question que je voulais poser à Louis-Paul. Est-ce qu'il y a une législation concernant le deepfake on parle de deepfake pornographique, mais toutes sortes de deepfakes. Admettons que moi, je ne veux pas être mis dans telle situation puis que quelqu'un fait un deepfake de moi, est-ce que je peux poursuivre? Je ne sais pas si c'était... c'est capable de prouver qui l'a fait. J'imagine que oui. Mais là, le fardeau de la preuve te revient. Ouais, c'est ça. C'est illégal de prendre l'image de quelqu'un pour le mettre dans une situation qui c'est clair que c'est illégal, sauf que dans le cadre et dans l'esprit de la loi aujourd'hui, c'est illégal d'utiliser l'image de quelqu'un d'autre contre son consentement, tout ça. Mais la législation ne prend pas en compte les outils d'aujourd'hui. Hey, je veux dire, nos gouvernements
sont un peu en retard. Là. En ce moment, c'est la sénatrice Julie Méville-Deschênes là, qui voulait passer une. Je ne sais pas où ça en est rendu, mais un projet de loi pour faire en sorte que les compagnies de diffusion, les sites web pornographiques soient tenus de trouver une façon de vérifier l'âge des. Oui, ça fait quelques semaines qu'on parle de ça. Ouais, c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est un problème parce que on attaque. Je veux dire, les jeunes, ils vont en trouver. Là. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt légiférer sur le contenu qu'on retrouve plutôt que l'accès? Je veux dire, l'accès, là, à quelque part, si tu veux en trouver, là, ton jeune, là, il est capable de. Il va en trouver. Là. C'est pas au Texas qu'ils ont banni les sites pornographiques, justement, puis qu'ils se sont rendus compte que ça allait exploser avec des VPN puis d'autres façons, puis finalement, ça change absolument rien. Moi, mon approche privilégiée là, quand je fais de la recherche, c'est la psychanalyse. Puis, tu sais, dans la psychanalyse, là, on dit de façon très vulgarisée que la meilleure façon de générer un désir, c'est de créer une prohibition. Ben oui, si tu interdis quelque chose, tu viens de générer le désir pour cette chose-là. Alors, ton exemple, c'est clair que si tu... qu'est-ce qui t'est arrivé quand on a, à l'époque de la prohibition, justement, de l'alcool? Ça a été plus populaire que jamais. Quand on a légalisé la drogue au Canada, la consommation de pot a diminué. Ça, ce serait une super donnée à savoir, je ne sais pas. En tout cas, mettons, je vois juste visuellement parlant à l'école, je vois bien moins de consommation, moi personnellement. Peut-être qu'ils sont juste plus subtils, mais j'ai pas l'impression que ça a le même attrait que ça l'a déjà eu. Mais je me trompe peut-être. Là, on est dans la logique du désir, tu sais. Le désir va toujours tourner autour d'un interdit. Alors oui, si tu... Puis, je veux dire, techniquement, c'est illégal de procurer de la pornographie à des mineurs. C'est déjà enchâssé dans la loi. Moi, je pense que c'est pas une critique de la sénatrice qui pense cette loi-là parce que, tu sais, le but est noble. Je pense que la cible n'est pas la bonne. Tu sais, on devrait peut-être justement s'attaquer... Je veux dire, est-ce que le problème, c'est que des jeunes peuvent aller sur Pornhub ou est-ce que le problème, c'est ce qu'on retrouve sur Pornhub? Alors, est-ce que le problème, c'est qu'on a de l'intelligence artificielle qui est capable de créer des images, même explicites, à partir d'images préexistantes qui, elles, ne sont pas explicites? Ou est-ce que le problème, c'est qu'il se trouve des gens qui se donnent le temps et la motivation pour faire ça? Tu sais, moi, je terminais une chronique sur cette question-là il y a une couple de semaines. J'avais terminé en disant peut-être que le problème, bon, d'une part, c'est il faudrait légiférer, mais il faudrait peut-être aussi arrêter d'élever des jeunes hommes, des garçons, qui trouvent que c'est correct, ça. Ça, c'est le problème fondamental. C'est que, on trouve ça correct, puis ça commence avec les sextos à l'école qui se font partager, puis, man, c'est cool, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas cool, là. Mais là, tu embarques dans un autre domaine parce qu'on pourrait parler des Andrew Tate de ce monde, puis justement de cette vague de misogynie qui est en train de prendre la place. On a même des versions québécoises. Je voyais ça dans les médias cette semaine, des versions Wish de Andrew Tate au Québec qui disent les mêmes commentaires dégradants, misogynes. Fait il y a tout ce processus-là aussi. Là, ce ne serait pas juste de s'attaquer à ce que tu dis à la source, c'est de s'attaquer aussi à ceux qui sont les porte-paroles, les porte-étendards qui font la promotion de cette culture toxique-là aussi. Oui, puis c'est que ça rejoint une fibre. Ça rejoint quelque chose. C'est ce quelque chose-là qu'on doit comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a des jeunes hommes aujourd'hui, des garçons qui trouvent que c'est correct, ce genre de discours-là, qui sont capables de s'identifier à ça? Il y a quelque chose qui cloche, là. Parce que c'est pas normal, c'est pas propre, là, ce qu'il y a à dire, ça, là. Quand tu as des contenus haineux de la sorte, ça vient faire en sorte que c'est comme ça vient légitimer le discours, si on veut, là, de dire ben, écoute, ce gars-là peut le dire n'importe quoi sur les femmes, puis ça fait en sorte que ça devient légitime pour les comme tu as dit, pour les jeunes hommes de parler comme ça. Là. Mais ça, c'est un super bon lien. Ah, vas-y. Non, vas-y, j'allais juste dire que c'est un super bon point, la légitimation. Je m'en allais juste dire, j'ai l'impression que je reviens à Donald Trump. Donald Trump a dédouané tellement de discours qui n'ont aucun sens que j'ai l'impression qu'à cette heure, ça va pire que le premier messager. Trump a tellement dit des choses que jamais personne s'était imaginé qu'un président pouvait dire aux États-Unis
que ça fait qu'aujourd'hui, n'importe qui dit n'importe quoi, puis ben là, le président, il a dit pire. Le plus puissant personnage au monde a dit pire. C'est pas si grave que ça, ce que je dis. Oui, je me souviens, quand il a été élu, d'ailleurs, on avait des témoignages dans les médias de crimes haineux là, contre la race, contre l'identité de genre. Puis genre, quelqu'un tabassait quelqu'un d'autre parce qu'il n'avait pas la même couleur de peau, whatever. Puis le discours, là, on est comme au lendemain de novembre 2016. Là. Puis le discours, c'est genre, j'ai le droit maintenant, Trump est président. On a gagné. On a gagné, ouais. On parle quand même du gars que pendant sa campagne électorale a dit que les Mexicains étaient des voleurs, des violeurs, qui a dit qu'il pourrait tirer quelqu'un en plein centre-ville de New York puis ça ne ferait rien. Il pourrait devenir président des États-Unis. Il avait pas tort, hein, soit dit en passant. Il a 100% raison. Il est en train de le démontrer avec tous les procès qu'il a au cul en ce moment. C'est quand même le gars qui, pour devenir président une seconde fois, va citer 6 fois Mein Kampf. Une fois, on peut dire qu'il est sans dessin, puis qu'il ne pensait pas vraiment ce qu'il disait. Ben, il ne connaissait pas Mein Kampf de Hitler, mais quand tu vas le citer 6 fois, tu as un méchant problème. Puis ça fait en sorte que dans les sondages, il fait juste monter. Ce qui est le plus particulier, Jay, c'est qu'il mélange ça avec des citations de Martin Luther King. Fait qu'il prend Martin Luther King puis Mein Kampf, puis il se fait un discours avec ça. Ça, c'est un drôle de mash-up. C'est hallucinant, là. Le gars qui vend des Bibles. Il s'est fait. Il disait, dans le fond, que c'était le Nelson Mandela des États-Unis. Oui, il a dit la semaine dernière, on est le 9 avril, il a dit la semaine dernière, qui était le Nelson Mandela, la réincarnation de Nelson Mandela. C'est le gars qui vend des souliers, des souliers à son effigie pour payer ses procès. Des Bibles. Qui vend des Bibles signées. Okay? Il prend un livre religieux puis il va le dédicacer. Ce gars-là est tellement pas religieux en partant. Fait que, tu sais, puis moi, ce qui me fait peur, OK, là, je ne vais pas dire ce que je comprends pas. Ce qui me fait vraiment peur, c'est que dans les sondages, il fait juste monter. Puis il vend un livre religieux. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait. Fait que si lui, il dit n'importe quoi, puis il fait n'importe quoi, imagine l'ado de 15 ans qui regarde ça, puis qui se dit tout, je peux dire, puis faire n'importe quoi. Oui, si lui, il peut le faire. Il va être président. Fait que si lui vend des Bibles, pourquoi moi, je ne pourrais pas faire telle affaire? Ouais, non, c'est clair. C'est complètement fou. Il y a une légitimation, puis c'est un phénomène extrêmement préoccupant. Quelque chose qui est préoccupant pour changer un peu de sujet, les gars, parce que je vois le temps avancer, puis je veux vraiment vous présenter pas mes mashups, mais mes deepfakes. Quelque chose qui est vraiment préoccupant, c'est Ozzy Osbourne. Oui. Ozzy Osbourne. Mais quel lien douteux. Il chante du Shania Twain. C'est ça que, quand tu es arrivé tantôt. Ouais, c'est ça qu'il jouait. C'est ça qu'il jouait. Alors, on écoute Ozzy Osbourne avec le lien très douteux qui chante You're Still the One de Shania Twain. C'est comme une pause musicale. Pas comme si on était à radio. Looks like we made it. Look how far we've come up, baby. We might have took a long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet c'est bon. they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. C'est délicieux. Je sais pas quoi dire de plus. C'est impressionnant. C'est bon. Honnêtement, là, quand j'ai trouvé ça, ça fait plusieurs mois. Je salue Anthony Pomerleau qui m'a initié au monde des deepfakes audio. OK? Honnêtement, j'aime mieux cette version-là que celle de Shania Twain. Oh, c'est bon. Fait que voilà, les gars, c'était Ozzy qui chante. En voulez-vous un autre? Un petit dernière pour closer le show. Là. Tu veux nous closer ça sur une note plus positive? Là? Ah ben écoutez, on va le closer, OK? Mais pour que ça fitte dans le montage, OK, je vais la laisser au complet. Je vous laisse le choix entre Chester Bennington. Là, on tombe dans le côté éthique. On n'en a pas parlé, mais
de prendre des artistes décédés pour faire des deepfakes audio dans votre conscience, dans votre âme et conscience, les gars, ça se fait-tu ou ça se fait pas? Il y a un enjeu éthique, tu l'as nommé. Effectivement. Je prends l'exemple, je pense que c'est pas avec John Lennon qui avait trouvé des vieux tapes qui ont été capables d'aller rechercher sa voix pour la retravailler. Tu sais, Oui, je me dis, s'il y a une base réelle, puis on est capable de, je vais dire, la réparer entre parenthèses, je pense que c'est quand même quelque chose de cool, mais de partir de zéro, puis de faire, mettons, exemple, un nouvel album de John Lennon qui est chanté au complet par une IA, ça, je trouve que ça n'a pas d'allure. Et en même temps, il faut dire que la chanson de John Lennon, il y a eu approbation de Yoko Ono parce que c'est les deux Beatles restants qui voulaient faire cette dernière, c'est la dernière chanson des Beatles. Après ça, c'est ce qui va sortir, là, dites-vous, c'est des deepfakes. Mais ça, c'est pas du deepfake. Dans le fond, comme tu as dit, ils ont pris un vieux tape. OK? Ça a l'air qu'on n'entendait quasiment plus rien. Il a enregistré ça sur un petit magnétophone. Vraiment, c'est rien. Il n'y a rien de plugin, là, vraiment. Là. Puis on a réussi à faire une toune avec ça. Mais ça, oui, il est décédé, John Lennon, mais la succession a accepté. Là, mais des trucs posthumes comme ça, on va en avoir bientôt là, avec les Cowboys fringants, même. Là, ben oui. Il y a combien de tunes qui ont été enregistrées par Carl Tremblay avant de mourir? Il y a probablement 3-4 albums de près. Peut-être. Là, je sais qu'il y en a un qui sort bientôt, en tout cas, mais ouais, je me souviens quand, dans les années 90, Queen avait sorti des trucs posthumes. Là, Freddie Mercury qui avait, je pense même la tune Too Much Love Will Kill You, c'était un truc posthume. Alors, mais il y a un fossé immense là, entre ça, quelque chose qui sort de façon posthume mais qui a été enregistré, et la genèse de quelque chose qui n'a jamais existé. Ouais, c'est un problème éthique. Vous me faites penser, les shows d'hologrammes, des fois qu'on voit d'artistes morts, genre, aller voir l'hologramme, exemple de Tupac qui chante ses tunes. C'est un deepfake aussi? Je connais pas. C'est dans le fond, tu peux assister à payer. Exemple, tu vas à Las Vegas pour assister à un show de quelqu'un de mort, mais c'est un hologramme. OK, fait que c'est un show, là. Il donne un show. Oh, c'est un show. Tu vas voir une fausse, une image de synthèse qui donne un show. Ouais, ils ont fait ça avec Michael Jackson, si je ne me trompe pas, puis d'autres personnes. Il faudrait que je vérifie. Mais... Ils l'ont fait avec Tupac? Mais je sais qu'ils voulaient le faire. Je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'à la production. C'est drôle, vous me faites penser à un film que je n'ai pas vu depuis 20 ans. Ça s'appelait Simone. Je pense que ça date de la fin des années 90, début 2000. C'était avec Al Pacino. C'est un réalisateur. Il n'arrive pas à caster l'actrice qu'il cherche pour jouer un rôle spécifique. Là. Je veux un peu de mémoire, ça fait longtemps. Puis il finit par trouver une espèce d'intelligence artificielle. Mais tu sais, on est... Je vais aller vous dire c'est en quelle année c'est sorti. C'est vieux, là. Mais on est comme rendu... où ce film-là, qui a comme un fondement de science-fiction, était. On est rendu là. Un peu comme le film, ça doit faire une dizaine d'années que c'est sorti, mais Ex Machina. Ah, c'est bon, ça. C'est vraiment bon. Puis tu sais, c'est là 10 ans, puis on se dit, hey, c'est pété, là, mais on est rendu là. Avec Garland, là, il y a un nouveau film, là, comme une espèce de truc là, de guerre civile aux États-Unis. C'est le même réalisateur qui a fait Ex Machina, même écrivain aussi. C'est pas Civil War, justement, non? C'est ça, c'est Civil War, ouais. Il est sorti? Je pense qu'il n'est pas sorti encore. Hein. Non, mais j'ai vu un preview, en tout cas, ça va m'intéresser. 2002, le film dont je vous parle, qui s'appelle Simone. Alors, tu sais, on est comme... Je viens d'avoir un flash, je n'avais pas repensé à ce film-là depuis je ne sais pas quand, mais on est comme rendu là. Ouais. Ouais. Exact. Wow. Avant de se laisser, les gars, je veux vous remercier. C'était succulent, comme les nombreux deepfakes audio que je vous ai présentés. Moi, je pense que je vais faire le montage de cet épisode-là, et puis après ça, je vais en écouter encore quelques-uns parce que je me régale. Tu nous enverras les meilleurs par Messenger ou les pires, dépendamment. Alors, en montage, les gars, parce que là, on ne l'entendra pas, okay, parce que c'est quand même assez long. C'est une tourne une de 4 minutes, puis l'autre de 2 minutes 11. Fait que je vais l'ajouter au montage dans le podcast. Je vous laisse le choix entre Chester Bennington de Linkin Park, comme je dis, c'est deux artistes décédés. Chester Bennington de Linkin Park qui chante du Evanescence, alors Bring Me to Life. Ouais. En plus, la toune est comme... Et puis Kurt Cobain, qu'on a commémoré son 30e anniversaire cette semaine.
le 30e anniversaire de sa mort en avril 1994. Ou bien Kurt Cobain qui chante une tune d'Elvis, Can't Help Falling in Love. Je dirais Cobain pour le concept du 30e. Ouais. Ah, c'est Mais bon. le choix était difficile. J'aurais été curieux d'entendre les deux. Donne-nous un extrait d'Evanescence, juste avant, puis on finira avec l'autre. Parfait. Alors, on va y aller avec un petit peu. OK. Alors, Chester Bennington qui chante du Evanescence. On va écouter un petit 45 secondes. Ça donne ça. OK, alors l'intro qu'on connaît. Une des 3 tonnes d'Evanescence. J'en connais rien qu'une. How can you see into my eyes like open door, leading you down into my core, where I've become so numb without a sign. J'y crois pas. Plus criard, hein? Non, ça paraît que c'est pas... il est mal fait, celui-là. Il sonne un peu électronique, justement. Ça n'a pas l'air naturel pour 2 scènes. Là. Tu m'avais fait écouter ça sans me le dire, là, c'est sûr que j'aurais compris que c'était pas une vraie voix. Ça sonne la synthèse, justement. Moi, Linkin Park, les gars, c'est mon adolescence. Quand il est décédé, c'est quoi, en 2017 qu'il est décédé, Chester Bennington? C'est quand même... Moi, sérieusement, j'avais eu de la peine de savoir que Chester Bennington s'était enlevé la vie. Alors ça, c'est Chester Bennington. Et puis, Kurt Cobain, on voit que aussi l'image a été faite par intelligence artificielle. La preuve, on voit un Kurt Cobain jouer de la guitare en étant gaucher, mais il était droitier. Alors, voilà. C'est la preuve que c'est arrangé. Je vais l'ajouter au montage. Les gars, au pire, tantôt, quand on va quitter le live, je vais vous en faire écouter quelques secondes. Mon cher Jonathan Saint-Prof Dilopierre, merci beaucoup pour cet épisode que j'ai bien aimé. C'est un super bon épisode. J'ai eu bien du fun, puis j'ai été un peu perturbé par Toad qui chante. Content d'avoir pu participer à ça. Oh my God. C'était malade. On va faire des cauchemars. Oui, alors merci mon cher Joe. Et puis Louis-Paul Willis, encore un énorme merci d'avoir accepté à participer à Sur la Terre des Hommes. On va essayer de se trouver un autre sujet pour dans quelques semaines, quelques mois. C'est toujours plaisant de te recevoir. On a bien un plaisir partagé. Merci beaucoup. Yes. Alors, merci aux membres Patreon qui se sont pointés. Je crois que... Merci d'avoir fait l'annonce en passant. Joe, j'ai complètement oublié. Mais je pense qu'on l'a fait un peu en retard. Alors, merci à Cathy qui était là ce soir. J'ai vu qu'on était 4-5 tantôt, mais personne qui nous... les gens nous écoutaient probablement, mais ils ne commentaient pas dans le chat aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été striké. Le groupe dit c'est un groupe privé, celle-là. C'est le groupe des membres Patreon. Peut-être qu'il y a plus de liberté. Qui sait? Qui sait? Alors, merci à vous d'avoir été là. Merci à nos abonnés qui écoutent en différé. Alors, cet épisode-là est disponible le jeudi, toujours le jeudi. Alors, merci aux abonnés. N'oubliez pas d'aller aimer, pas la page Facebook, excusez-moi, la page Facebook, mais n'oubliez pas d'aller faire un avis. Alors, sur Apple Podcast, Spotify, allez noter le podcast, ça nous fait monter dans le moteur de recherche. Je vais commencer à le dire parce que j'ai été plusieurs mois, quelques années même à ne pas le mentionner. Alors, merci à vous de nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, baladoquebec.ca et puis YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux stagiaires historiens, nos érudits, nos 2 orateurs aussi, Construction avec un S, Rivard de Rwanda. Ça avance-tu chez vous, là, Joe, là, avec Construction on avec a 50% de fait, là. On a l'isolation est faite, puis les gars reviennent demain pour commencer à fermer tout ça. Puis, ça ressemble plus à bataille. Je devrais dormir là-dedans avant la fin de l'année scolaire. Bon, ben, c'est bien. Ça ressemble plus à la bataille de Vimy, comme tu m'avais dit. Non, mais on dirait, mettons, genre 3 mois après, quand ça repoussait rien qu'un peu par-dessus. Alors, merci à S, à S et aussi à Miel Habitémis. Comment, Joe? Non, je m'en allais te dire S qui est plus souvent qu'autrement rendu chez nous. Ouais, c'est ça. Tu le vois plus souvent, moi en plus. Effectivement.
À chaque fois, c'est drôle parce qu'à chaque fois, ma blonde pense que c'est toi parce que vous avez la même voix, vous avez la même shape. Vous ressemblez vraiment beaucoup. Non, mais sauf que lui, il a un peu plus de muscles. Moi, c'est du gras. Ouais, ben c'est de famille. En tout cas, clairement, il y a des traits qu'on peut pas Ah oui, renier. on salue Pépère qui nous regarde du ciel. On y ressemble, ça a l'air à notre grand-papa. Merci à Miel Abitimis, que ça, c'est vraiment pas du fake, c'est vraiment le meilleur miel. Oh! C'est pas faké en Chine comme le miel que tu achètes à l'épicerie. Non, c'est ça, c'est pas dans un petit ourson, c'est vraiment du vrai miel du Témiscamingue, du miel de trèfle. C'est le meilleur. Alors, le miel Abitimis. Pour les rejoindre, c'est bien facile. Ben, pas le miel Abitimis, mais vous pouvez aller sur leur site si vous voulez vous commander du miel. Mais en Abitibi-Témiscamingue, ils sont un peu partout, même dans la grande région de Montréal aussi, je crois. Pour rejoindre les membres Patreon, c'est très facile. Le patreon.com/SLTDH. Merci à Martin Godette de nous rediffuser le dimanche à partir de 17h30, 18h sur la chaîne Twitch de Touski TV. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. On vous laisse avec la chanson que vous commencez à entendre en montage, n'est-ce pas? Can't Help Falling in Love, interprétée en deepfake par Kurt Cobain. À la semaine prochaine, tout le monde.